You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 28e épisode de Colfax, un épisode un petit peu spécial parce que pour la première fois on a tenté l'enregistrement via téléphone parce que Greg est sur la route à Lugano puisqu'il a assisté au road trip lausannois à Davos et Lugano. On en parlera un tout petit peu plus tard dans cet épisode. On va commencer malheureusement avec le Covid qui vient perturber cette fin de championnat qui était pourtant qui semblait enfin sur les bons rails. Covid, pré-playoff, qui va être 7e, c'est en gros ce qui nous intéresse, savoir entre Genève et Bienne, parce qu'on a l'impression que c'est les deux suspects usuels. On va en parler. Bienne n'a pas joué parce que Bienne a été placé en quarantaine, mais samedi, il y a un Genève. Bienne, on va parler majoritairement de Genève, nos pronostics qui seront consacrés à Genève-Bienne. On enchaîne ensuite avec Lausanne et Fribourg qui ont tous les deux validé leur ticket pour les playoffs. Buongiorno Greg. Buongiorno, ça va? Et voilà, parce qu'on est obligé de s'adapter un petit peu puisque tu te trouves en ce moment à Lugano. Exactement, je suis resté à Lugano, j'ai fait le périple lausannois à Davos, puis à Lugano, et maintenant je me prépare à aller à Zug pour le match Zug-Fribourg-Gotteron. J'ai failli devoir aller à Rapperswil-Bienne qui aurait dû être rejoué à 17h ce mercredi à l'heure de Colfax, qu'on n'aurait pas laissé faire d'ailleurs, donc le match a été annulé de manière totalement logique, je pense par la National League pour pas avoir trop de concurrence, donc le match n'a pas lieu. D'ailleurs c'est le gros truc de cette semaine, hein. Oui. C'est le Covid. Bah ouais, c'est ça qui se réinvite pour cette fin de championnat régulier et qui vient nous emmerder, faut être clair. On a maintenant... surtout qu'on comprend pas. Moi, c'est à la rigueur, quand il y avait les Covid updates, on pouvait comprendre pendant la saison régulière, c'était logique, puis on avait l'impression qu'à peu près toutes les équipes avaient chopé ce truc. Puis là, on était bon parce que pendant plusieurs semaines, on était assez sevrés de Covid update, donc ça nous faisait plutôt plaisir. Et puis patatras, surtout pour 2 cas, quoi. C'était Ugly-Rayala à Bienne, et puis il y a eu quoi, 2 cas aussi à Berne ou un seul même? Non, peut-être 2. Hein. Je crois que c'est aussi le cas à Berne. Et moi, je trouve ça aussi, ça devient un peu bizarre parce que Bienne fait des tests de toute l'équipe qui sont négatifs et malgré tout, on fout tout le monde en quarantaine. Malheureusement, on n'y peut rien. Il faut faire avec. Je crois que vers novembre-décembre, quand c'était un peu quand ça battait son plein, les Covid updates, j'avais dit que j'avais décidé d'arrêter d'essayer de comprendre et que ça nous ferait beaucoup de l'économie d'énergie. On va continuer comme ça. Pour moi, en tout cas, il n'y a rien à comprendre. Il faut juste faire en sorte. Donc, Berne a terminé sa saison régulière. Ouais. Berne a fait le job pour remonter au-dessus de la deuxième barre et donc de préparer les playoffs. Au Covid update, on peut partir 10 jours en vacances ou 6 jours en vacances en vacances parce qu'ils sont à la maison. Mais pour préparer les pré-playoffs, alors, je vais surtout pas partir dans les théories du complot, mais en tout cas, on peut pas dire qu'ils doivent être trop tristes de cette issue, les Bernois. Surtout s'ils peuvent s'entraîner. Exactement. Par contre, Bienne a donc vu ses matchs contre Lausanne et Genève être annulés définitivement. Celui contre Rapperswil et Ambry, ensuite, dans un second temps, également. Ceux contre Rapperswil et Ambry également. Et donc, maintenant, il reste plus que 2 matchs au HC Bienne pour se qualifier pour les playoffs dans le top 6. Ouais, dont un match c'est le match décisif. C'est presque the pré-playoff game. C'est contre Genève samedi au Vernet. Exactement. Et ce match-là, il va sentir la poudre. On parlera de l'aspect genevois un peu plus tard dans cet épisode, un peu spécial par téléphone. On perd un peu nos repères, mais on va s'en sortir. Je suis très confiant. Toujours est-il qu'avant de passer à ce match Bienne-Genève, la donne, elle devient de plus en plus claire quand même en ce qui concerne le classement. Maintenant, on a 3 clubs qui sont qualifiés pour les pré-playoffs. C'est Zug qui est qualifié depuis environ mi-octobre déjà. Donc là, on n'en parle même plus. Depuis mardi soir, Lausanne et Fribourg se sont qualifiés. Lugano va imiter Lausanne et Fribourg dans pas bien longtemps. Zurich devrait aussi y être. Moi, je crois vraiment que ça va se jouer entre Genève et Bienne, cette histoire. Ouais, alors 2,306 exactement pour Zug.
Après, on est sur du quasiment 1,8 pour Lausanne. Même chose pour Fribourg, Lugano 1,755. Zurich est aussi au-dessus des 1,7. Puis en fait, pourquoi on dit que c'est Genève et Bienne? Parce que c'est 1,660 et puis 1,630 points par match. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des mathématiques très poussées à l'université pour voir que en fait, il y a ça fait quoi, 0,03 points d'écart. Exactement. Et puis si on regarde les estimations de chances de play-off de NLice Data qui sont mises à jour en cette fin de saison quasi tous les jours, il n'y a plus que Genève et Bienne qui peuvent être 7e. Zurich a 2,3% de chance d'être 7e, Lugano 1,3% de chance. Donc ça n'a pas vraiment d'impact. De poids. Ouais. Et les deux autres prennent la part du lion pour les parts 6 et 7, on va dire. Et oui, c'est assez passionnant à suivre. Honnêtement, s'il y a 2 semaines, on m'avait dit que Genève allait jouer un match quasi coup près contre Bienne pour la qualification au play-off, j'aurais eu de la peine à y croire, pour être honnête. Ouais, mais moi, alors, ça me pose un souci, parce que ça m'embête vraiment que Genève se retrouve dans cette situation-là, quoi, parce que finalement, t'es un peu le dindon de la farce dans tout ça, c'est que tu dois jouer un match coup près. Alors, par chance, au moins, il y a vraiment un match, en fait, entre les deux adversaires. Ça, c'est pas Bienne doit pas jouer contre un Langnau complètement dépeuplé, qu'on n'a plus rien à faire, à peu de choses près, et Genève jouer contre, par exemple, Lugano, qui doit aussi se bagarrer pour rester. Au moins, là, on peut dire qu'une certaine équité sportive est respectée, mais je te cache pas que je réfléchissais à tout ça et je me disais, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu, mais c'est toujours beaucoup plus simple, après les règles ont été édictées dès le départ, mais de dire quand on avait 46 matchs pour la quasi-totalité des équipes, juste avant que ça pète avec cette histoire de Covid de nouveau, pour Bienne, et 45 matchs pour Davos et Lausanne, on dit, ceux qui ont 46, on bloque là, et Davos-Lausanne, qui peut se jouer, on le rajoute, comme ça, toutes les équipes ont 46. Je sais bien que certaines équipes ont joué 6 fois contre d'autres, d'autres peut-être que 4 fois, 7 fois, enfin, on est d'accord que ce sera l'équité totale peut pas être faite, mais je me disais qu'au moins il y avait 46 matchs pour tout le monde. Ouais, je sais pas. En un sens, c'est difficile de venir avec un règlement. On aurait pu forcément l'équipe 7e aurait soupçonné ou aurait pas été d'accord en disant non mais attendez les gars, vous arrêtez le championnat alors qu'on est 7e, on a 2 points de retard ou j'en sais rien sur le 6e, il nous reste 6 matchs. Non, ça nous arrange pas. Donc ouais, mais là, c'est juste pas possible en fait à mon avis de faire ça. Donc, mais là l'équipe qui est 7e en fait elle joue plus en gros, elle peut peut-être encore faire 2 matchs mais et puis elle pourrait passer devant quelqu'un qui a dû jouer plus de matchs. Enfin, c'est moi là où je trouve que c'est un peu limite, c'est juste ça. Ouais, non, je suis d'accord, mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que cette saison, elle n'est pas optimale. On est habitué maintenant à ces situations un peu rocambolesques. On a eu quand même Berne qui a eu plus de 10 matchs de retard sur le reste de la meute. Les dégâts ont été limités finalement avec des équipes qui vont avoir un maximum de 3 matchs d'écart pour Berne, 4 matchs d'écart pour Berne par rapport aux autres. Mais voilà, c'est pas optimal. Et puis, mais finalement, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus au-delà des points par match, etc., c'est la suite du championnat. Parce que là, on voit, et si on suit la situation épidémiologique en Suisse, c'est quand même pas folichon. Et on rappelle que si un club est en quarantaine durant les playoffs, pour faire simple, c'est la grosse merde. Ouais, je lisais, je crois que c'est Klaus Zaug qui a fait un article dans Watson pour parler de ça. Et c'est s'il y a 2 clubs en quarantaine, alors là, on est vraiment, vraiment dans la mouise. Un club, ils peuvent patienter visiblement 10 jours, puis après, passer en best-of 1 ou best-of 0,5. Non, mais ça devient débile parce que ils pourraient changer le best-of 7 en best-of 5, puis en best-of 3. Mais pour moi, alors à ce moment-là, tu mets tout de suite l'astérisque pour dire champion au rabais. On a vraiment voulu aller au bout de notre idée. On y a cru dur comme fer. On peut décerner un titre, mais ça devient ridicule. En un sens, si tu sais que les playoffs pourront pas aller à leur terme actuellement, la solution, on va dire, logique presque à envisager, c'est de dire bravo Zou, vous avez 30 points d'avance sur le deuxième. C'est impressionnant ce qui s'est passé.
tenez la coupe. Bien sûr, en hockey, on préfère les playoffs. On n'est pas c'est pas comme au foot. Il y a cette tradition des playoffs. Mais voilà, année exceptionnelle. Zug champion à la saison régulière. Et on peut pas dire aucun club peut venir couiner et dire ouh là là, non, mais on s'est un peu économisé entre janvier et mars. C'est pour ça que Zug avait tant d'avance. Non, Zug mérite d'être champion cette saison. Si les playoffs vont à leur terme, tant mieux et on verra bien qui est champion. Mais si c'est pas le cas, donnons ce titre à Zug. Ils ont tout fait pour le mériter. Alors on va passer à Genève finalement, parce que bien, on aimerait bien avoir plein de choses à dire, mais ils ont quasiment pas disputé de match, donc ça devient un petit peu compliqué. Exactement. Genève, depuis l'épisode de la semaine dernière, a perdu à Zug 2-1, s'est incliné à la maison contre Fribourg-Gotteron 3-2 et a vu ses autres matchs être annulés, être reportés dans un premier temps et être annulé ensuite, mais surtout plus intéressant concernant Genève, c'est ce qui vient, c'est jeudi soir à Lausanne, où on rappelle que Genève gagne tout le temps, donc je viens de le dire, donc ça va se changer, je viens de porter la porte aux Genevois, je pense, et surtout, comme on le disait avant, samedi, Genève-Bienne, c'est chaud là. C'est très chaud, je serai à Lausanne demain, jeudi soir, toi tu seras à Zug, t'as dit, hein? Exact. Voilà. Honnêtement, je pense que j'aurai un petit coin d'œil qui sera aussi sur le match Lausanne-Genève sur mon écran. Je ne pourrais pas m'en empêcher. C'est normal. Avec Genève en plus qui va récupérer certains joueurs de Sierre. Il y aura notamment Guillaume Asselin, ça on sait, puisqu'il a déjà joué plusieurs matchs avec Genève, avec plutôt pas mal de succès. Puisqu'on a l'impression que c'est le serial buteur dès qu'il est sur la glace avec Genève. Il porte le maillot des Aigles, ça va super bien. Et puis, on a aussi appris que les Frangins Montandon, ils devaient être d'ailleurs sur le plateau des Pécalistes lundi, quand j'y étais, et c'était Dani Génina parce que les deux Frangins Montandon ont dû décliner. Malheureusement, ils étaient ravis de venir. Ils avaient vraiment très envie d'être sur le plateau ensemble. C'était assez cool d'avoir les deux frères, mais comme ils étaient prêtés à Genève, ils pouvaient pas. Donc, voilà, ils seront en licence B. Je suis très intéressé de voir leur capacité un peu plus haut. Il me semble que c'est Arnaud l'aîné, je crois, qui avait joué avec Gilles à l'époque à Fribourg. Il me semble, quand Gilles finissait sa carrière. Ouais. Je dis pas de bêtises. Parce qu'Arnaud est de 1961 et en 2011-2012, il avait joué 2 matchs avec Fribourg-Gotteron. Voilà. Et on a un peu, pas forcément sur le même cas qu'avec Andrei Bikov et cela. Bon, ils n'ont pas pu jouer ensemble, mais Gilles qui a joué tellement longtemps, de pouvoir jouer avec un de ses fils, ça devait être spécial. Et puis, mais tout ça pour dire que Arnaud Montandon, c'est 64 points, on avait dit, en saison régulière de Swiss League. Dont 36 buts. Dont 36 buts, exactement. Et puis, Maxime, c'est quasiment un point par match pour un défenseur. C'est le défenseur le plus prolifique de Swiss League, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, là aussi, on lui demande pas de prendre la place d'Henrik Temernes en National League. Par contre, c'est un solide défenseur qui est capable de faire visiblement une bonne première passe, sinon il n'aura pas autant de points. Je pense quand même qu'il peut rendre de fiers services à une équipe en fin de championnat régulier. Bien sûr, peut-être pas le faire jouer 25 minutes, on est d'accord, mais pourquoi pas le faire jouer... J'ai pas d'idée du timing, mais si on me dit entre 10 et 15 minutes, ça me semble pas complètement absurde de pouvoir compter sur lui dans ces circonstances-là. La seule question les concernant, c'est la capacité à jouer un échelon au-dessus, à être capable de réitérer les performances réalisées en Swiss League, en National League, où tout va beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'ils ont l'habitude de voir du côté de Sierre ces dernières saisons. Ces deux grands bonhommes, alors surtout Maxime, tu me diras, à 2m03, mais même Arnaud, pour un ailier à 1m93 et près de 100 kg, c'est quand même très solide. Est-ce qu'il est capable de régater en National League? Moi, je demande à voir. C'est pas impossible. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Arnaud, son shoot va se traduire, on va dire, en National League sans problème.
c'est au niveau de la vitesse que ça peut se jouer. Mais moi, la question qui m'intéresse encore davantage, je dis pas que celle-ci ne m'intéresse pas, mais qui m'intéresse encore davantage, c'est est-ce que tu fais quelque chose avec Guillaume Asselin qui a prouvé être capable d'amener quelque chose à Genève ou pas? Et si oui, tu fais quoi avec lui? Exact. La question, c'est... on peut aligner que 4 étrangers, on le sait. Donc, quand il était appelé, c'était toujours... Soit il y en avait un qui était suspendu, soit il y en a un qui était blessé. Donc, la question ne se posait pas, finalement. Et ça a enlevé une belle épine du pied à Patémon, parce que ça lui permettait juste de dire comme ça, je peux en aligner 4. Mais là, maintenant, quand tu en as 5, on sait que Tom Ernest, si je reprends un peu le théorème grec... C'est un peu comme avec Gundersen, c'est le premier nom que tu couches sur la feuille. Je suppose que Tom Ernest, c'est le premier nom que tu couches sur la feuille du côté de Genève. Donc, il reste Omar Quiniquefer. Ils ont tous des qualités indéniables. Je pense quand même que c'est tous des joueurs qui sont plus utiles dans la mesure où ils ont une telle expérience aussi que Guillaume Asselin. Mais Asselin, il t'amène ce petit boost aussi. Il l'a prouvé quand il est venu. Donc, il amène ce petit boost sur le powerplay. Est-ce que tu te dis, en fait, penser à sortir Linus Omark de l'alignement, c'est dingue, mais est-ce que finalement, tu préfères avoir les travailleurs en ce moment en se disant que le match va être contre Lausanne, ça va être un petit peu plus physique, on l'a dit, on l'a écrit les deux lors du match entre Fribourg et Lausanne, que c'était un match de play-off d'une certaine manière, ça sera pas tellement différent, peut-être que Lausanne étant qualifiée, va la jouer un tout petit peu moins physique, et encore, tu veux marquer ton territoire, hein, c'est ça, tu veux marquer ton territoire, donc là, il y aura besoin peut-être de joueurs plus comme Fairwinnick, des travailleurs, et que de dire à Linus Omark, ça va pas être simple à mon avis, hein, si vraiment... mais c'est presque lui, en fait, je me dis que s'il faut remplacer Linus Omark par Asselin, qui est un buteur, s'il faut sortir un étranger, je sortirais presque Linus Omark. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, c'est chaud quand même, parce que Linus Omark, c'est le deuxième meilleur compteur de la Ligue. Il a 46 matchs, 55 points. Mais je comprends bien sûr la réflexion là derrière. Hein, mais disons qu'en anglais, on parle de bold move. Là, ce serait le boldest move ever pour Patémon, j'ai l'impression. J'ai parlé la semaine passée avec Marc Gauchi, je sais même plus si j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière ou pas, mais du cas Guillaume Asselin. Il m'a dit oui, il risque probablement de venir en licence B pour la fin de saison. C'était pas encore définitivement acté, mais il a dit mais on est content de nos 4 étrangers, et c'est surtout une assurance plus qu'une concurrence. Alors après, il m'a dit c'est pas moi qui fais le line-up, c'est au coach de décider. Mais c'est dur, parce que si tu engages Linus Omark ou Winnie Keffer, qui sont des joueurs qui t'amènent de l'expérience et qui t'amènent justement toute leur expérience et tout ce qu'ils sont capables de faire sur la glace, c'est aussi pour le match ou les matchs qui comptent en fin de saison. Évidemment. Et c'est dur, en gros c'est un désaveu de dire mais attends, on a pris ces gars-là, mais dès qu'il faut gagner, on les fait plus jouer. Je pense que c'est difficile, et je verrais mal ça se passer. Moi, je me demande, est-ce qu'à un moment ou un autre, Patrick Aymon va revenir à sa Linus Omark et Joël Vermin, sa doublette qui fonctionnait très très bien en début de saison, avec Damien Ria sur l'aile, je me souviens bien, hein, mais je me rappelle avant la saison, quand le Genève a fait le transfert, Tyler Moy a transféré Tyler Moy en provenance de Lausanne, c'était aussi comme assurance lors du départ de Damien Ria pour le remplacer poste pour poste avec les mêmes caractéristiques, je dis pas les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques en tout cas. Complètement. Et est-ce qu'au bout d'un moment tu dois pas essayer de changer quelque chose à ce niveau-là, de dire Vermin, la question ne se posait récemment pas du tout, parce qu'avec Noah Rod et Tanner Richard, c'était une ligne qui fonctionnait à merveille. Est-ce que maintenant, il n'y a pas quelque chose à faire? C'est pas un endroit à Genève où les changements de ligne sont un thème, on va dire. J'ai l'impression qu'à Fribourg, c'est souvent le cas. C'est une thématique. Dubé, il a changé ses lignes après 2 tiers, après 1 tiers, après 6 minutes. Enfin, non, je rigole, mais c'est quelque chose qui fait partie de son ADN de coach. Et j'ai l'impression qu'à Genève, c'est un petit peu moins le cas. Mais là, je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais là où tu as raison, je pense que c'est dans la gestion aussi
j'ai dire des stars, mais on se comprend, des joueurs que tu as engagés parce que tu y crois toute la saison, et au moment où ça compte, le côté désaveu de dire, écoute, va un moment tribune juste pour ce match-là, qui est le match qui nous fait peur et qu'on doit gagner, on préfère te laisser en tribune. Pour la santé du vestiaire, ce serait très, très, très spécial, je pense. Tu dis dans quel sens ? Dans le sens où Linus Omar qui dit « Ok, très bien, vous me sortez, par exemple, ou Winnie Koufer, je pense qu'on serait un peu dans je suis d'accord avec toi, la même dynamique. Vous me sortez à ce moment-là, très bien, ok, je prends note. Et t'as beau être le plus grand professionnel du monde, la fierté, elle en prendrait quand même un coup, et j'ai l'impression que, là encore, je pense plutôt à Linus Omar, mais la fierté, ça doit être une composante assez importante de son caractère. Ouais, je suis d'accord. Non, moi je suis plus favorable à un retour de Joël Vermine en première ligne avec Nils Mark. Je vais pas faire le vieux disque rayé et dire avec Marco Miranda à l'aile, que ça a été testé et c'est pas resté. Mais pourquoi pas avec un Tyler Moy, changer quelque chose, parce que là, avec les blessures de Richard et Rod, ça complique quand même la tâche offensivement, je trouve. Est-ce que Richard ne serait pas de retour ? Il me semble que j'ai vu quelque chose passer comme quoi il était... Oui, il pourrait être de retour, effectivement. Rod, toujours pas, mais ça va redistribuer un peu les cartes, justement. Ça veut dire que Richard va reprendre une place au centre, Vermin va reprendre peut-être une place à l'aile, est-ce que Winnick qui peut jouer les deux positions ? Bref, c'est à ce niveau-là que ça pourrait être intéressant de suivre la préparation du match contre Lausanne de jeudi soir et la forcerie de samedi contre Bienne. Ouais, parce que le retour de Richard aussi, il est très important aux engagements. Je me souviens l'épisode de la semaine dernière, quand tu avais pointé du doigt les engagements gagnés par Kovar en fin de match. On s'était dit, tu peux pas essayer non plus de mettre peut-être Tanner Richard qui va aller t'en gagner 1, 2, on ne sait pas, et permettre au moins de tenter quelque chose sur la cage zougoise, quoi. Donc, Exactement, parce que là, on l'avait abondamment relevé la semaine dernière, mais le 37-22 aux engagements à Zoug et Kovar qui avait étalé tout le monde engagement après engagement, ça avait coûté le match à Genève, en tout cas une partie. Et c'est là qu'un territoire, on parlera tout à l'heure d'ailleurs concernant Lausanne, observation à ce sujet aussi. Et quand tu as un joueur que tu peux envoyer sur la glace et tu sais que tu as plus de 50% de chance d'avoir le puck à la suite de l'engagement, tu peux envisager le chiffre de manière quand même un tout petit peu plus intéressante. Et là, Genève, défensivement, c'est un peu compliqué parce qu'ils manquent quand même un ou deux tauliers, on va dire, avec les absences de Mercier, avec l'absence de Maurer. Ça force forcément tout le monde à jouer un petit peu plus. Et on a dit la semaine passée, la répétition des efforts est assez compliquée à gérer. Finalement, ces matchs qui ont été annulés pour Genève, c'était on peut le voir des deux côtés. De toute façon, ne sachant pas s'ils auraient été gagnés ou perdus, on ne peut pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour Genève. J'ai l'impression que c'est quasi impossible. Par contre, d'un point de vue régénération et préparation, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on passe à nos pronostics. Cette semaine, on va se focaliser sur un match qui a lieu samedi. Je pense que vous avez facilement deviné lequel. Avant ça, on reprend juste la semaine dernière. Je crois que ce coup-ci, j'ai fait un bon pronostic. J'ai eu du bol parce que ça devait être pendant le derby tessinois. Il y a eu ce goal gag de la part qui a favorisé Lugano finalement, où Ambry s'est mis un autogol parce que la cage était vide. Lugano s'est gentiment moqué sur les réseaux sociaux de ce but. C'était le 5-4, il y avait 4-4, puis après ils ont encore remarqué dans la cage vide, mais cette fois de manière volontaire. Et le Lugano... C'est les héros qui sont passés chez toi avec des voitures noires, etc., pour voir les paris truqués, etc., ou bien pas encore? Non, il y a certains de nos auditeurs et certains de nos copains qui ont dit que j'avais dû faire quelque chose de pas net, mais alors rien de tout ça, c'était pas ma faute. C'est un braquage. Alors bravo, t'as réussi, hein, ton pronostic est juste. Mais quand tu regardes le déroulé du match, c'est un braquage incroyable. Parce qu'Ambry mène 4-3 à 57 minutes, après 57 minutes de jeu. Ils seront déjà égalisés. C'est pas simple. Derrière, il devrait avoir un power play. Ils prennent le but.
le déroulé de ce match est absolument fantastique. Toi, t'étais parti. Moi, j'avais pris Rapperswil, oui. et je pensais vraiment Rapperswil capable de gagner ce match contre Davos. Ça s'est mal passé. Rapperswil a fait le job le lendemain à Ambry, par contre, avec le 18e point protégé Duner. Donc ça, j'étais très content. Mais là, ce match Rapperswil, j'ai fait une série de 6 victoires. Là, j'en suis à une série de 2 défaites. Si on peut éviter d'arriver à 6 défaites, ça pourrait être pas mal. Et on a dit donc... Et donc, le match qui nous intéresse, c'est Langnau Zug, évidemment. Exactement. On va prendre Zug moins 8 pour que la cote soit intéressante. Genève-Bienne, on a décidé de parler de ce match-là, finalement, parce que tous les yeux seront sur Genève ce soir-là. Difficile on n'a pas les cotes actuellement de jouer sport, hein, mais difficile de savoir que penser de ce match, et en même temps on a tous envie d'avoir un avis, j'ai l'impression. Alors je l'ai dit au début, je trouve que c'est pas contre Genève, contre Bienne ou pour Genève, mais c'est juste que je retrouve que le classement qui était quand ça s'est arrêté, moi j'aimerais que ça reste un peu comme ça, donc j'aurais plutôt tendance à vouloir que ce soit Genève simplement parce qu'ils étaient devant à l'instant T où il y a eu tous ces Covid. Maintenant, c'est pas le cas. Je partirais presque, en fait, en réfléchissant sur ce match, un match presque de play-off, donc plutôt défensif. J'ai l'impression que les deux équipes vont faire vraiment, vraiment gaffe, normalement, à pas donner trop, à pas tenter des jeux trop risqués, justement, et qu'on a 2 bons gardiens. Allez, moi, je pourrais partir sur un under. Faudrait voir combien. C'est clair que c'est under 4 qui est intéressant. Je vais peut-être il m'y reprendra 2 fois, mais il faudrait voir si l'under peut-être 5-6 est intéressant. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Alors 6, je pense que tu n'auras pas de cote. Ouais. Ça va être compliqué, en tout cas, j'ai l'impression. Moi, il y a de temps en temps dans ce genre de match ultra tendu, ultra serré, qui mettent du temps à se décanter. Moi, il y a un pari que j'aime bien, c'est moins de 2 buts dans le premier tiers. Et en général, tu te retrouves avec des cotes à 1,80 pour ce genre de pari, à 1,70, 1,80. Et si c'est le cas, et malheureusement je suis pas encore sûr que ce sera le cas, je pourrais m'imaginer partir sur ça. C'est une vraie possibilité. Sinon, s'il faut décider entre Genève et Bienne, moi j'aurais quand même tendance à dire que le côté que je vais choisir, et je pense que ce sera plutôt Genève, va gagner avec handicap. Parce que là, c'est typiquement le genre de match où tu prends encore plus de risques à la fin pour quitte à sortir ton gardien, et un écart peut un peu plus facilement se creuser, disons, en fin de rencontre. Et peut-être je partirais sur Genève avec handicap, mais les retours de quarantaine, on a vu tout et n'importe quoi jusqu'à présent. Donc il faut... Ouais, c'est pas évident hein, de l'estimer, ce match. On y verra quand même pas mal plus clair après le match de Genève contre Lausanne jeudi soir. Nous, on verra nos cotes le vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Peut-être qu'on décalera un petit peu selon la sortie des cotes sur Jouer Sport, mais toujours est-il que notre décision officielle sera sur les canaux habituels. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Lausanne, que tu as suivi abondamment, Greg. J'ai l'impression que là, c'est le beat rider de 24 heures. T'étais à Davos, t'es à Lugano, donc c'est tant t'as suivi Lausanne qui a on va dire, pousser un ouf de soulagement, s'il fallait en pousser un, en se disant maintenant, c'est bon, les playoffs au moins, c'est atteint. Il n'y a pas cette épée de Damoclès comme pour justement Genève, qui pourrait risquer de tout perdre, et de devoir passer par ces pré-playoffs. Lausanne, au moins, c'est assuré. Ça, on verra avec Fribourg, que c'est aussi le cas, mais on en discutera juste après. Là, Lausanne, j'ai l'impression que les deuxièmes tiers, parce que le deuxième tiers de Davos était très très bon aussi. C'est le Lausanne deuxième tiers Hockey Club, parce que ça a pas forcément passé contre Davos. Et il y avait eu d'autres matchs aussi avant où Lausanne faisait des deuxièmes tiers extrêmement solides, pas forcément bien payés. Bah d'ailleurs on y était à la BCF contre Fribourg. Exact. C'était la même chose là. Ils avaient juste réussi à égaliser, on va dire, par Berchi qui est en feu. Et contre Davos, ils auraient dû faire ce qu'ils ont fait contre Lugano. Ça n'a pas passé. Exact. Ça a passé contre Lugano. J'ai vraiment vu un Lausanne Hockey Club
ultra solide pour le coup, après un début de match un peu so-so comme ça, mais sur la fin, ouais, on a retrouvé un club, malgré des lignes qui m'emballent pas, et notamment cette ligne des centres, on va l'appeler comme ça, qui m'emballe pas des masses, mais par contre, tout le reste, ouais, c'est quand Lausanne est en santé, que Lausanne joue correctement défensivement, bah, ça tient quand même la route. Boltzhauser a fait les arrêts qu'il fallait, il a fait un sauvetage assez incroyable mardi soir. Herburger, là. Pardon ? Cet arrêt sur Herburger était incroyable. Pour les moins jeunes de nos auditeurs, c'était du Martin Gerber dans le texte, cet arrêt-là contre le Canada au JO de Turin. Oui. J'ai revu cette scène-là, en fait, avec la mitaine qui est sur la ligne, oui. Le puck qui est à l'intérieur de la mitaine, mais à aucun moment tu as d'image qui te prouve que le puck est au fond, donc c'est non concluant. Et si sur la glace les arbitres avaient donné but avant les images vidéo, ils auraient été bien embêtés pour se déjuger à ce moment-là. Mais cet arrêt, il était incroyable. Après, on dira que pour pas faire un arrêt aussi incroyable, il y a qu'à être mieux placé. Mais ce serait peut-être un peu dead vis-à-vis de Boltzhauser. Parce que là, c'est vraiment un arrêt. C'est ce genre d'immenses arrêts qu'on aime voir, qui font tout le tour des highlights. Finalement, je pense que MySports a gentiment pris cette séquence en se disant, voilà, notre top des arrêts de l'année, on va le mettre au chaud, celui-là. Il fait partie de ça. Mais sinon, à part ça, Lausanne a été vraiment solide. Il me semble qu'il y a eu plusieurs breakaways. Ils auraient pu classer l'affaire bien avant. Et s'ils n'avaient pas eu un peu, je sais pas, de la maladresse, ou à un moment, si je me rappelle bien, c'est Berti aussi qui part tout seul. J'ai cru que c'était but. Puis comme on n'entend rien dans les patinoires, parce qu'il n'y a pas de public, je pensais que c'était bon. Mais en fait, non, il a laissé échapper le puck qui est parti dans l'arrondi. Il n'a pas pu le reprendre alors qu'il avait mis Schlegel dans le vent. Enfin, c'était assez spécial. Ouais, c'est la même scène que la veille contre Sandro Schliemann, mais la veille, justement, il réussit à garder le puck sur la palette jusqu'au bout et à le glisser au fond. Et à Davos, j'ai eu la même hésitation que toi. En fait, il a marqué, mais il y a eu une demi-seconde où tu te rends pas compte qu'il y a but, parce que il est tout seul en train de lever les bras vaguement. Puis s'il y avait des spectateurs derrière, il y aurait une réaction, il y aurait quelque chose. Et là, il y a rien. Et c'est vrai que c'est très étrange. Mais pour revenir finalement à cette double confrontation à Davos et à Lugano, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le Lausanne que j'ai vu ces deux derniers soirs, c'est ce dernier tiers à Lugano. Alors oui, c'était pénible à voir, c'était pas beau, c'était inintéressant, disons, pour, on va dire, le fan de hockey sur glace. Par contre, qu'est-ce que c'était intéressant pour... si tu regardes d'un point de vue purement tactique et la gestion des efforts et des temps forts luganais par la défense lausannoise. En gros, ils n'ont rien laissé et ils ont joué très intelligemment, j'ai trouvé. Et Lausanne ne s'est pas emballé. Lausanne a joué, a tout le temps fait très attention à sortir le puck de manière très sûre, jamais prendre le moindre risque. Et c'est là où j'ai même trouvé un Grossman que je trouve pas fantastique cette saison. Je l'ai trouvé très bon justement dans petit peu qui ont l'air, ça repart à la bleue, tu vas changer. Et on a eu le Lausanne très moyen sur certaines fins de match. Et là, à Lugano, c'était une fin de match qui était gérée comme si c'était un match de play-off. En gros, tu laisses rien à l'adversaire, tu vas pas essayer d'aller marquer pour 2-3 buts pour tes statistiques personnelles. Non, on pousse à la rouge, on met au fond, on change. Et c'était exemplaire cette fin de match. Et si on reprend on regarde un peu les buteurs, on constate aussi que finalement, contre un très bon Lugano, on a qui restait sur 8 victoires consécutives, mine de rien, même si on sait que toute série tend à aller irrémédiablement vers sa fin, mais c'était assez fantastique. On peut aussi dire en NHL que on peut parler des Buffalo Sabres qui en étaient à 17 défaites d'affilée. Bon, ils aimeraient bien quand même en gagner une de temps en temps, mais parenthèse terminée. Ce que je voudrais dire, c'est que Malgin n'était pas forcément exceptionnel sur ce match, dans la mesure où il a mis 0 points. Udon, pareil. Et tu gagnes quand même. Donc, cette ligne qu'on avait qu'on trouvait bonne avec Malgin, Udon et Gibbons, qui a été dissociée, elle n'a pas eu d'impact direct, finalement. À l'aile. Voilà. Et finalement, tu as encore cette carte-là que tu peux réutiliser éventuellement. Parce que si tout d'un coup, ça clique,
ça va aller. C'était un petit peu la même chose avec Fribourg, quand tout d'un coup, il y avait une ligne qui marchait bien et qui gommait certaines qui avaient un peu plus de peine. Et puis après, c'était une autre. Là, finalement, et on l'a déjà dit les épisodes précédents, la Emerton, Kennings, Berchi, elle semble être presque maintenant obligatoire. C'est une ligne automatique. J'ai trouvé de nouveau Emerton excellent dans son placement, dans sa façon de... ultra précieux, qui permet effectivement de mettre aussi en lumière un Berchi et je pense un Kennings dans le travail de l'ombre qui est ultra efficace. Et puis après, on a un Boson qui a peut-être aussi bénéficié d'ailleurs du travail de Hudon sur sa ligne, hein, mais Boson il est bon quoi ces temps aussi. Il était omniprésent à Lugano. Il a 6 tirs cadrés. J'avais l'impression que c'était tout le temps Boson qui tirait, c'était impressionnant. Et j'ai parlé un peu avec lui à la fin du match et il m'a expliqué que sa mise en tribune, ou pas en tribune vu que c'était un match à l'extérieur, mais la mise à l'écart lors du match à Genève par le coach lui a fait mal, mais a aussi été un wake-up call qui était bénéfique pour lui. Et ils l'ont mis devant ses responsabilités. Il a dit que c'est vrai que j'étais pas bon récemment et ça l'a piqué un petit peu. Donc le message qu'a voulu faire passer Craig McTavish a passé. Et on a eu un très bon Tim Boson. Il bénéficie des circonstances aussi. Si tu regardes son but, il est sur une passe de Cody Almond. C'est juste après un power play en fait. Et il y a eu un brassage du coup des lignes parce que les trios sont un petit peu mélangés pendant un ou deux shifts pour revenir à un alignement normal. Et il était avec Cody Almond sur la glace, donc la ligne Joris Malgin Almond qu'on aime si peu était scindé momentanément. Et oui, Boson a mérité ce but et ce très bon match à Lugano. Et j'aimerais juste revenir sur cette ligne des centres. J'ai parlé à Craig McTavish à la fin parce que je lui ai dit, mais moi, il y a quand même un truc. J'ai l'impression que tu connais 10 000 fois mieux le hockey que moi. Et en disant ça, j'ai l'impression que je suis encore un petit peu dans l'erreur. C'est encore c'était pas assez. Et moi, je n'arrive pas à comprendre cette ligne. Et du coup, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu fais ça. Il m'a dit, pas de problème. Il m'a répondu de manière très, très franche et très... pas du tout vexé ou quoi que ce soit. Hein. Il m'a dit, mais moi, déjà, première chose, Berchi et Morton Kennings, pour moi, elles fonctionnent très bien. Et Boson, Gibbons, Hudon, j'en suis très satisfait. Donc déjà, pour moi, ces deux lignes-là, elles ne sont pas censées bouger. Donc je dis, ok, donc en fait, cette ligne-là, c'est une conséquence de tes deux meilleures lignes. Il me dit, mais c'est un peu étrange, ton meilleur joueur suisse, que tu ne fasses pas en sorte de le mettre en lumière. Il dit, mais j'essaye justement de lui donner deux joueurs très physiques avec lui, avec Joris et Almond, qui sont grands et qui amènent cette dimension physique pour faire de la place à Denis Malgin au centre. Et c'est ça son raisonnement là derrière. Et, il me dit qu'il comprend ma question et il comprend qu'elle se pose cette question. Mais voilà, donc c'est pour deux raisons. Un, c'est amener du physique autour de Denis Malgin. Et deux, c'est conserver ces lignes qui fonctionnent bien selon lui, surtout Berchi, Emerton, Keynes évidemment, mais même l'autre il en est assez satisfait, donc voilà le raisonnement là derrière, au moins on a une explication. Ouais, mais alors évidemment je me permettrai pas de remettre en cause cette explication, mais je trouve que quand il y avait par exemple Gibbons et Hudon avec Malgin, ça mettait, quand tout le monde était en santé, une ligne Joris Almond, donc Joris au centre, Almond à l'aile et Boson. Sur l'aile, en général, ça pouvait être Douai, mais surtout Boson. On avait une ligne que je trouvais hyper intéressante, parce que je me disais, ça doit être chiant de jouer contre eux. Parce que, justement, l'aspect physique des deux Canadiens, on va dire, même si Almond est suisse, et que Joris a une licence suisse, était assez intéressant, parce qu'ils ont quand même les trois du hockey. En fait, c'est un peu cette troisième ligne qui pourrait faire la différence en play-off, parce que c'est pas simplement une ligne de bourrin, quoi. Ils sont tout à fait aptes et capables de jouer au hockey sur glace. Et c'est en général, souvent, quand les deux premières lignes s'annulent dans les playoffs, on va chercher dans le bottom six. Et quand ton bottom six, c'est une ligne avec ces trois joueurs-là, ouais, tu me diras, si le bottom six, c'est Hudon, Gibbons, Boson, c'est très, très, très fort. Hein. Donc, c'est pas mal non plus, effectivement. Moi, d'ailleurs, je voulais juste pointer du doigt, enfin, pas pointer du doigt, parce qu'au contraire, c'est très positif ce que je vais dire, mais mettre en évidence des juristes qui fait pas forcément beaucoup de vagues au niveau des points, mais il fait beaucoup de choses hyper précieuses. Et rappelons quand même une chose, il y a une semaine, il a pris un puck dans le visage, et il continue de jouer comme si de rien n'était. Et
accessoirement, sur les box-play, il va tout le temps jouer l'engagement, il va changer immédiatement après l'avoir gagné, parce qu'en général, Jalderis gagne ses engagements, surtout en zone défensive. Et c'est quand même le genre de petits gestes qui sont très très précieux. Et j'aime bien son apport depuis qu'il est de retour. Et au passage, en parlant d'engagement gagné, Etienne Froidevaux nous fait un magnifique 7-2 à Lugano. Et là aussi, quand t'as le puck, c'est la palissade que de le dire, mais quand t'as 35 engagements gagnés contre 25 perdus, donc t'as 10 engagements qui tournent en ta faveur de plus que Lugano, ben ça fait vite la différence dans la facilité à produire quelque chose offensivement ou durant la dernière période à tenir son adversaire à distance, parce que t'as le puck, tu peux gentiment les ressortir de ta zone sans trop de problème. Autre point qu'on peut aussi mettre en exergue, c'est le temps de jeu qui est assez bien balancé finalement. On a parlé aussi la semaine dernière des Genevois en disant que Patémon a tendance à tirer beaucoup sur ses premières lignes, en tout cas sur ses étrangers aussi. Là, celui qui a le plus joué, c'est pas surprenant, c'est Marc Barberio, mais c'est 22 minutes 26. On a Frick à 22-13, très bon match de Lucas Frick. À part ça, s'il faut le ressouligner, il a fait une boulette contre Davos. Je l'ai trouvé nettement plus à l'aise, mais même s'il fait une boulette... Il a fait une quand même contre Lugano, mais qui n'a pas eu de conséquences parce que Bolsader a été très bon. Donc il nous fait quand même sa boulette par match en ce moment, mais à part ça, je suis d'accord avec toi. Donc il a une bonne première passe, enfin, il est un peu tout terrain, tu peux le mettre un peu partout. Donc c'est vrai que c'est très bénéfique pour un coach. Et puis sinon, c'était Eldner qui a disputé 20 minutes 0-9. Mais sinon, on est sur du 18 minutes, 16 minutes, 14 minutes. Enfin, c'est bien balancé. Même la quatrième ligne, Douai, Jäger et Froidevaux ont un petit peu plus de 8 minutes. Ils auraient peut-être pu jouer un petit peu plus dans l'absolu. On a juste Krakauskas qui a 1 minute 21. C'est le seul qui a vraiment pas eu droit à vrai temps de glace. Mais sinon... c'est ce qu'on disait aussi pour Barberio, quand on passe de 22 minutes à 27 minutes pour certains autres, comme Nugren ou comme ça, c'est 5-7 minutes de différence. Dans ces moments où c'est un peu compliqué, ça va être vachement efficace sur le long terme, selon nous, il me semble. Exactement. On va pas encore s'éterniser trop longtemps sur Lausanne, parce que on enregistre cet épisode dans des conditions un peu spéciales, toujours dans ma chambre d'hôtel, et j'ai peur de me faire éjecter par les femmes de ménage, vu que je dois rendre ma chambre dans pas trop longtemps. Mais pour faire vite, le Lausanne HC qui termine avec encore 3 matchs à la maison contre Genève, on en a parlé tout à l'heure, et 2 déplacements, un à Zurich samedi et à Rapperswil lundi, avec la deuxième place dans un coin de la tête, évidemment. On va terminer avant les fans de chambre sur Fribourg, qui a fait un récital contre Langnau mardi soir, notamment, après avoir aussi battu Lausanne au tir au but. Mais ce qu'on a retenu, c'est évidemment la qualification assuré pour les playoffs, et puis c'est de se dire qu'à 35 ans, en tout cas dans l'année de ses 35 ans, Julien Sprunger qui sort un triplé, oui, c'est que contre Langnau peut-être, enfin ça reste quand même une équipe de National League, et à cet âge-là, être encore capable de montrer qu'il est toujours au top, être capable de sortir un triplé, c'est... il a une race à part, quoi. Moi, c'est... Ouais. Alors effectivement, comme j'aime bien le dire, qu'à Fribourg, peu importe la question, la réponse c'est Julien Sprunger. Là, de nouveau, quoi, les 3, et en plus, c'est pas les triplés 7-2, 8-2, 9-2, quoi. C'est les 3 premiers buts qui marquent. Et oui, Julien Sprunger, il a eu un début de saison un petit peu difficile, mais depuis, c'est toujours, il sait toujours marquer des buts à la pelle. Ça, c'est quand même 13, 14 et 15. 15 buts en National League, c'est de loin pas anodin. Complètement. Et il marque à 5 contre 5, il marque en powerplay, donc il est toujours là, Julien Sprunger. Et plus globalement, je me rappelle, il y a une semaine, on se posait pas mal de questions sur Fribourg-Gotha en se disant quand même, attention, la 7e place, Bienne revient très très fort. C'est fou comme en une semaine ça peut changer là aussi, parce que la semaine dernière, il y a eu ce 7-5 contre Zug, avec une performance défensive chaotique. Depuis, c'est
deux gros matchs contre Lausanne et Genève avec une prestation défensive très bonne, un Reto Berra qui tient la baraque. Puis le match contre Langnau, on va le mettre un petit peu à part parce que c'est Langnau et Langnau perd tout le temps. Donc il faut gagner. Ça, c'est le genre de phrase que tu peux dire après le match. Avant, on se permettrait pas. Mais il fallait le gagner ce match et ils l'ont fait de fort belle manière. Mais c'est surtout la victoire contre Lausanne 2-1 et la victoire à Genève 3-2 qui m'ont le plus impressionné ou du moins rassuré par rapport à la défense de cette équipe qui était bien à la peine il y a une semaine, surtout à cause de ce match contre Zug. Ouais, parce que alors le match contre Genève, le nombre de shoots, de mémoire je dis 38-13, mais peut-être que je me gourre, mais en tout cas l'écart il est comme ça. Il a été modifié le nombre de shoots, finalement on se retrouve avec un 37-9. Ah ouais. Pour une victoire 3-2 Une victoire 2-3 exactement. Et il y a un extraordinaire 15-0 dans le dernier tiers. Donc c'est pas un ace de Roger Federer, c'est vraiment le nombre de shoots cadrés des Genevois versus celui des Fribourgeois, 15-0. C'est quand même assez impressionnant. Et cette saison, Fribourg a eu plusieurs matchs contre Genève où Gauthier Desclous leur a fait la misère. Et bien que les dominateurs, ils se sont inclinés contre Genève 2 fois en tout cas. Et là, on va dire qu'ils leur ont rendu la monnaie vraiment de manière assez impressionnante, à 37-9. Alors, là aussi, ce qu'on disait sur Lausanne, qu'ils ont été capables de contenir Lugano durant tout le dernier tiers et de surtout prendre aucun risque, c'est exactement ce qu'a voulu faire Fribourg. On ne donne rien à l'adversaire. Et d'ailleurs, ils n'avaient rien donné ce soir-là, hormis un but en powerplay de Linus Omark. Mais il y a eu une pénalité. Alors certes, il y a eu 15 shoots pour Genève, mais pas énormément d'actions dangereuses. On a d'autres sujets de satisfaction à Fribourg. Ce que j'ai bien aimé, on parlait du temps de jeu avant, côté lausannois. Alors c'est presque encore mieux, entre guillemets, dans la mesure où Christian Dubé contre Langnau, il a fait jouer tout le monde plus de 10 minutes. Celui qui a le moins joué ce match, c'est Jordan Bougro. C'est Gaëtan Jobin, 10-25. Et Bougro, 10-31. Mais je veux dire, 10 minutes, on a un vrai temps de jeu. Et ça permet aussi, finalement, de ne donner que 22 minutes 08 à Ryan Gunderson. J'ai pris deux attaquants. Je parle d'un défenseur. C'est peut-être pas forcément opportun, mais pour dire que finalement il a très très bien balancé ses minutes, il n'a pas besoin de faire surjouer les gens. Et ce que j'ai bien aimé aussi au niveau des attaquants, c'est Samuel Walzer, qui peut-être il avait été très bon un temps, on l'avait souligné, il est un peu rentré dans leur rang, on l'a un peu moins vu peut-être au niveau des assists ou des buts, donc c'est peut-être ça qui a fait que on en a moins parlé. Là, il fait 3 assists sur ce match. Et puis, Nathan Marchand qui commence aussi gentiment à remarquer des buts, à mettre le nez à la fenêtre. En l'absence de Victor Stolberg, malheureuse pour ce coup d'épaule, ou en tout cas cette commotion de Victor Stolberg qui s'est fait toucher par Aurélien Marty lors du match contre Lausanne. J'étais d'ailleurs allé discuter avec Aurélien Marty qui était vraiment tout désolé après ce match, qui dit mais moi je ne voulais pas bien évidemment toucher Victor, en plus j'ai joué avec lui, c'est un ancien coéquipier, je l'apprécie, je sais qu'il va pincher, je sais qu'il va se pencher pour essayer de toucher le puck et moi je me protège, et malheureusement ça touche, et je sentais un joueur qui me disait pas ça pour bien paraître, mais qui était vraiment sensible à ce geste et qui ne voulait pas le faire. Aurélien Marty qui a écopé de 2 matchs de suspension, en plus d'une amende. Ouais, ce qui est étonnant, c'est qu'il a reçu même pas 2 minutes pour charge incorrecte ou pour quoi que ce soit. Sur le moment, c'est Fribourg qui a été en box-play pendant 2 minutes parce que ça a brassé à la suite de cette action. Exact. Et Kylian Motet a pris 2+2 et Marty a pris 2 minutes pour dureté excessive. Donc, c'est pour l'échange d'amabilité avec Kylian Motet après qu'il a pris 2 minutes, mais pas pour cette charge. C'est là où juste on en revient toujours au même débat, mais quand il y a une scène qui est litigieuse, où on va maintenant à la vidéo de toute façon pour voir des lattes, donc on perd un certain temps pour des lattes. Donc au bout d'un moment, là je trouve qu'on doit être capable de dire là il y a un vrai
doute de potentielle pénalité de match. Et lorsqu'il y a une potentielle pénalité de match, ou lorsqu'une pénalité de match est sifflée, ben, c'est tellement un call qui a de l'importance dans le déroulé du match que tu dois être capable de pouvoir aller 5 secondes à la vidéo. Et celle d'Aurélien Marty, en 5 secondes, tu peux en tout cas dire match, je suis pas sûr, mais tu peux mettre 2+10. Comme ça, il y a une enquête qui est ouverte. Pardon ? Comme ça, il y a une enquête qui est ouverte. Il y a une enquête qui est ouverte, mais même là, avec les vidéos, tu mets 5e match, je pense. Même si c'est pas une agression, le geste est là, et je comprends qu'on mette 5e match, et je comprends qu'il soit sanctionné. Il a été sanctionné en catégorie 2, mais la sanction la plus faible des catégories 2, à savoir 2 matchs. Bah voilà, si tu vas à la vidéo, cette scène elle est visionnée, et puis ça prend pas long, et pas beaucoup. Enfin, comme je disais avant, quand tu vas maintenant voir des actions où toute la patinoire est sûre, en même temps, toute la patinoire, c'est 25 personnes actuellement, où tout le monde est sûr qu'il est là, va avoir des actions qui changent le match. Donc ça c'est le genre de choses où j'espère vraiment qu'en vue de la saison prochaine, on va y revenir, et on va y venir, et ça peut vraiment limiter pas mal d'erreurs d'arbitrage, parce qu'encore une fois, ça va vite, et ils ont le droit, les 4, de ne pas le voir, même si le puck est là. Mais je vais en tout cas pas juger les arbitres, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe, etc. Mais ils sont 4 sur la glace, ils ont le droit de rater quelque chose, mais ils ont le droit de pouvoir se rattraper, justement, s'ils ont raté quelque chose. Alors, en passage, on n'en a pas parlé dans le sujet Lausanne, je vais juste rapidement dire que j'ai pas compris le call que ça ait pris autant de temps pour Josh Joris, qui pour moi a fait un plat du pied, efficacité, pour marquer ce but qui a été finalement logiquement annulé. Et ça m'a rappelé le but de Motet qui avait été accordé. Je trouvais que c'était des circonstances un petit peu similaires. Et je crois que c'était le but de Butker une fois. Et c'est Julien Stollenmann qui m'avait dit sur Twitter, oui, alors pour moi, c'est un bon but. On l'a validé parce que j'avoue que les 3 séquences me semblent un peu similaires. Et là, j'avoue que je suis un peu perdu, en fait, sur l'acceptation ou non des arbitres, et de nouveau passer 7 à 10 minutes devant un écran pour regarder 15 fois 15 angles différents. Je trouve qu'on perd un peu en cohérence, mais ça c'est... Ouais, je suis assez d'accord avec toi, cette scène, mais bon, moi c'est qui à chaque fois que j'ai un avis, la décision elle est inverse, donc je veux bien accepter que je comprenne pas tout à cette règle, et qu'il y a des subtilités que je n'ai pas, et c'est pour ça que les arbitres sont arbitres et que nous on est les journalistes, et qu'eux connaissent les règlements sous le bout des doigts. Mais j'avoue que les kicks, là, comme toi, on s'est écrit directement, c'était clair, en fait, annulation de ce but. Évidemment, il y avait quelque chose qui les faisait hésiter à l'accorder ou non. C'est une règle qui est pas simple. Et moi, plus ça durait, plus je me suis dit, mais ils vont réussir à l'accorder, alors que ça me semblait clair. Mais comme tu dis, celui de Kylian Motet n'aurait peut-être pas dû être accordé non plus. Et il l'avait été, donc au bout d'un moment, comme avec le coronavirus, au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de comprendre et passer à autre chose, ça évite des maux de crâne. Pour revenir à Fribourg, tu as parlé... Ouais, exactement, on parlait des engagements gagnés par Lausanne notamment. Là, alors oui, c'est en face. Langnau, peut-être qu'ils n'ont pas d'aussi bons joueurs aux engagements que Zouk, notamment avec Kovar, mais 27-13 en faveur de Fribourg, notamment un 9-3 pour Desharnais. On espère que ça va être comme ça pendant les playoffs, en gros. Ouais, mais effectivement, et ça c'est un point qui est assez précieux quand tu peux compter sur Valder, Desharnais, qui sont des joueurs qui gagnent plus de la moitié de leurs engagements cette saison. Mais voilà, le seul point noir du côté de Fribourg, parce que comme Fribourg est qualifié pour les playoffs, le seul point noir, c'est la blessure de Victor Stolberg. Christian Dubé a dit qu'il espérait quand même le retrouver pour les playoffs. Mais c'est aussi ça qui est assez important, c'est d'avoir remporté ces matchs contre Lausanne, Genève et Langnau sans Stolberg. Je mets Lausanne avec parce que Stolberg est tombé à la 13e minute. Et c'est après que Fribourg a gagné son match. Donc ils ont gagné 3 gros matchs sans lui, mais bon, un Victor Stolberg en forme, il peut vraiment faire la différence durant les playoffs, donc espérons qu'il soit de retour. Alors on arrive au terme de cet épisode 28 où
nous, l'épisode 1 par téléphone. On est assez motivés sur la qualité de notre son, surtout qu'on a été aidé par des professionnels pour vous livrer un contenu de qualité d'un point de vue sonore, la meilleure qualité possible. Là, on teste. C'est un joli test. Peut-être qu'on sera amené à le refaire à l'avenir durant les playoffs. Toujours est-il que d'ici la semaine prochaine, pour un épisode qui va avoir lieu normalement ou presque, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les différents réseaux sociaux, interagir avec nous et continuer à vous abonner et nous écouter sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, etc. Et d'ici la semaine prochaine, profitez de ce sprint final et surtout de ce Genève-Bienne de samedi soir. À bientôt.